Oui, eh bien, bonjour à tous. Effectivement, l'an dernier, je vous avais parlé des Anonymous et de leurs actions en faveur de Wikileaks. Eh bien, un an après, on a malgré tout décidé de vous reparler de l'activisme parce qu'en 2011, leur champ d'action s'est élargi. Et nous allons donc voir pour 2011 les actions qu'ont menées ces activistes du côté du monde industriel, du côté des États et même du côté des cybercriminels eux-mêmes. Et puis enfin, nous verrons un petit peu les quelques contradictions qu'il y a eu au niveau de ce mouvement activiste. Alors, on va parler de cybercriminalité, bien entendu, mais on va également parler de l'aspect sociétal un petit peu. Donc, il n'y a pas le petit logo société sur chacune de ces slides, mais pensez bien à cet aspect, puisque sur certains slides, vous pourrez un petit peu vous poser la question, mais François Pagé ne parle pas de cybercriminalité. Donc, dans un premier temps, voyons voir un petit peu ce qui se cache sous la bannière des activistes. En fait, trois grandes familles. La première famille, eh bien, c'est les Anonymous. C'est la famille, la facette la plus médiatisée du phénomène. Ce sont les partisans d'un Internet totalement libre et les ennemis de tous ceux qui entravent la circulation de l'information. Leurs techniques, eh bien, elles sont souvent reprises du hacking, des attaques en déni de services distribués, du vol et de la divulgation d'informations. Les Anonymous, en fait, c'est plus une idée qu'un groupe. C'est souvent une étiquette que s'attribuent des individus à un instant donné. Un individu, un Anonymous, est à même de proposer une opération sur un des sites de l'organisation, et tous ceux qui le souhaitent, eh bien, ils y participent. Et puis les autres, ils passent à l'action ou à la proposition ou à l'opération suivante. Certains mois, on a entendu parler de 40 000 opérations différentes. Il y a eu des dissensions au cours de 2011, on en reparlera tout à l'heure, et puis pas toujours une véritable motivation. À côté des Anonymous que j'appelle parfois Anonymous Canal historique, on a vu des groupes de hackers débutants, des script kiddies, le groupe Lulz Sécurité par exemple, qui étaient plutôt prêts à s'amuser qu'à s'investir politiquement, et donc des individus qui ont peut-être selon moi un petit peu gangréné l'organisation, enfin ou le groupe Anonymous. La phase B de l'activisme, eh bien, ce sont moi ce que j'appelle les cyber-indignés, parce que ce sont pour moi des personnes qui sont un petit peu à côté des Anonymous, des individus qui mènent une action sur le terrain et également une action sur le net. Des individus qui utilisent les réseaux sociaux, en particulier comme moyen de liaison, comme moyen de propagande, ou même comme moyen de renseignement. Moi, je les appelle les cyber-indignés à cause des indignés pour l'Europe. Aux États-Unis, on les appelle les cyber-occupants, ou on pourrait les appeler les cyber-occupants. Donc, ce sont des individus, des personnes qui militent aussi bien dans le monde réel que sur l'Internet, souvent des individus qui soutiennent ou qui ont soutenu les révolutions arabes. On voit bien moins d'enfantillage dans leur rang, et ils cherchent malgré tout à rester parfois et souvent dans la limite de la légalité. Et rejoint, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être par certains Anonymous qui ont été déçus de certaines actions plus coup de poing et plus criminelles que celles que mènent ces individus. Exemple d'actions qui menées selon moi par plutôt des cyber-indignés que des Anonymous, eh bien les actions qui sont menées par le groupe Télécomics. Télécomics, c'est aussi un groupe qui se dit sans leader et sans hiérarchie. Il parle de doocratie.
Alors, la doocratie, c'est je lis mes notes, une forme de structure souple dans laquelle les individus s'assignent eux-mêmes des tâches et les exécutent en toute responsabilité. Donc, télécomics, on en a entendu parler, entre autres, au moment des révolutions en Égypte ou en ce qui se passe en Syrie. Ils ont aidé à la remise en marche de l'accès web en Égypte, alors que le gouvernement Moubarak avait coupé Internet. Ils ont mené des actions similaires en Libye en février 2011 et puis en Syrie en août. Pour vous montrer un petit peu qu'on est loin de l'enfantillage, ce sont des individus qui, par exemple, donnent des cours de crypto à l'ONG Reporters sans frontières. Et puis, la troisième face de l'activisme, ce sont les cyberarmées, des individus qui sont patriotes, qui se disent patriotes. Certains disent soutenir à fond leur gouvernement. Des individus ou des groupes qui fleurissent dans des pays à tendance totalitaire. Alors oui, vrai ou faux? Est-ce qu'ils prétendent agir au niveau ou au nom de leur gouvernement? Reste à savoir si tout ça est bien exact. Leurs principales armes, le défacement et puis aussi les attaques en déni de services distribués. Ils essayent souvent de faire taire les dissidents qui, depuis l'étranger, essayent d'amener un petit peu de démocratie dans leur pays. Alors, un exemple parmi d'autres de ce que font ou de ce que disent faire ces cyberarmées, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le défacement. Chaque jour, il y a environ 1 millier de défacements, donc de sites dont souvent la page d'accueil est modifiée. Même certains jours, on parle d'1 million de défacements par jour. Alors là, c'est du mass défacement. Et 10% en gros de ces cas sont l'œuvre d'activistes. C'est souvent des actions qui ont peu d'impact. Bon, elles ont un impact à partir du moment où le site qui est touché, c'est un site institutionnel ou celui appartenant à un parti ou à une personnalité politique. On a vu en décembre, avec l'adoption par le Parlement de la proposition de la loi réprimant la négation du génocide, un certain nombre de personnes se disant profs des cyberarmées turques d'effacer le site de Valérie Boyer, qui était la députée qui était à l'origine du texte, et puis celui de Patrick Devedjian, qui est un député d'origine arménienne. Donc, première face des attaques activistes, les activistes face aux entreprises. Alors, il y a eu toute une série d'attaques marquantes en 2011, en particulier la plus emblématique, c'est celle contre Sony, qui a eu lieu entre avril et mai. L'origine du conflit entre Anonymous et Sony, ça tourne autour du droit au débridage de la PS3, le droit au jailbreak. Donc Anonymous voulait avoir ce droit, et également Anonymous souhaitait l'arrêt des poursuites contre celui qui a explicité comment on pouvait jailbreaker la PS3, George Holtz. Donc entre le 16 avril et le 19 juin, il y a eu plus de 20 attaques qui ont été référencées. Bon, elles n'ont pas été toute l'œuvre des Anonymous. Un certain nombre ont été sans aucun doute menées également par des cybercriminels qui, attirés par l'appât du gain, ont profité des portes que les Anonymous avaient ouvertes sur quelques serveurs. Mais en bout de compte, au bout d'1 mois et demi, c'est plus de 100 millions d'individus qui ont vu leurs données personnelles détournées. Le 23 mai, en pleine période de crise, Sony annonçait d'ailleurs 170 millions de dollars nécessaires comme enveloppe pour pouvoir répondre à ces attaques. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une entreprise est face à une attaque comme celle-ci? Eh bien, dans certains cas, son cours d'action baisse. Alors, c'est vrai, l'action Sony ou les actions Sony avaient déjà été malmenées avec le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011, et effectivement, la baisse que l'on voit sur ce slide était déjà commencée depuis cette date du 11 mars.
Mais on voit au fil des attaques, les chiffres que vous voyez sur ce slide, 5, 6, 10, ce sont les rangs de ces attaques. Donc on voit ici, on va jusqu'à la 21e au mois de juin. Eh bien, on voit tout au fil de ces attaques l'action Sony qui baisse. Cette action, aujourd'hui, qui était à 18 ou vers $18 à la fin juin, elle est aujourd'hui à 13,7 $. Enfin, j'ai regardé ça avant-hier. Et le groupe Anonymous malmène toujours Sony. Le 28 décembre, Sony recevait de nouvelles menaces et il y avait de nouvelles attaques qui étaient menées contre Sony parce que Sony avait expliqué qu'il soutenait la SOPA. C'est un projet de loi en discussion au Sénat américain qui établit, selon ses détracteurs, une censure du net. Autre cas d'entreprise perturbée par l'activisme, la société Ashbegari. Tout a débuté lorsque son dirigeant a indiqué vouloir donner ou vouloir vendre au FBI des informations nominatives sur les Anonymous. Dès le lendemain, les serveurs d'Ashbegari étaient piratés et le piratage en gros a consisté par exemple à diffuser des gigaoctets d'emails et dans ces diffusions on a découvert des informations qui étaient un petit peu déroutantes et ennuyeuses pour la société. Le dirigeant Aaron Barr a dû démissionner et certaines des méthodes qui ont été dévoilées à la lecture de ces mails ont même abouti à un dépôt de plainte. Donc on voit bien que ce type d'attaque peut aller très très loin. Dernier ou avant-dernier cas dans cette famille d'attaques, les attaques qui ont touché le cabinet Stratfor. Stratfor, c'est un cabinet privé américain spécialisé dans la sécurité. Juste quelques jours avant Noël, ses serveurs ont été piratés et environ 4000 de ses clients ont vu des données personnelles diffusées, données personnelles et données bancaires. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois, une vingtaine de sociétés, de clients français qui ont été impactés. Pour prouver qu'ils avaient bien réussi ce piratage, les Anonymous, ou ceux qui se disent Anonymous derrière cette attaque, ont, pour démontrer leur réussite, diffusé des preuves de versement à des organisations caritatives. Donc, on voit dans cet exemple qu'une attaque qui cible une entreprise, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé également pour Sony, cible par rebond également des individus, bien toutes les milliers ou les dizaines de milliers d'individus dont les données ont été perturbées ou dévoilées. Et puis, dans le cas présent, même l'ONG elle-même, puisque suite à cette attaque et à ces versements, elle va devoir, sans aucun doute, avoir des frais de versement, de virement inverse. C'est ce qu'on appelle le chargeback, et même peut-être des amendes si ces montants excèdent une certaine valeur ou un certain seuil. Donc, je vous ai parlé de 3 exemples. Il y en a eu d'autres en 2011. Voici voici rapidement un certain nombre. Vous pourrez donc dans la version qui sera sur Internet dans quelques temps revoir plus en détail cette liste. Si je devais retenir qu'une seule tendance sur 2011, ça serait peut-être pas cette tendance d'attaque sur les entreprises, ça serait la multiplication des actions menées à l'encontre des forces de l'ordre et des personnes publiques, hommes politiques, industriels, magistrats. Et on a vraiment eu une année 2011 qui était l'année du doxing. Alors, le doxing consiste en la publication de photos, de coordonnées et de données personnelles et familiales en représailles à une action qui est menée par l'individu qui en est la victime. Alors, vous en avez un exemple sur ce slide. Le 18 novembre, un officier de police aux États-Unis, en Californie, asperge des manifestants lorsqu'ils sont en train d'occuper, tranquillement, on va dire, je sais pas, le campus de leur université. Immédiatement,
quelques heures après, le nom de l'individu est trouvé. Nombre de données personnelles, peut-être parce qu'il avait un compte Facebook, sont diffusées largement sur le net, et on demande à qui veut bien le faire de commencer des actions de représailles. Donc lui envoyer des pizzas à son domicile, flotter son téléphone, etc., etc. Alors, le doxing, c'est pas un cas isolé. Il existe toute une série de sites spécialisés dans la centralisation de données d'identification et d'observation, donc sur les forces de l'ordre. Il en existe un petit peu partout dans le monde, il en existe en Europe, il en existe aux États-Unis, et ceux qui maintiennent ces sites, on dit qu'ils font du cop watching. En France, ça existe également. Claude Guéant en a fait bloquer un de ses sites le 14 octobre dernier. Bon, le problème, c'est que ce blocage ou cette demande de blocage, elle n'a fait qu'apporter plus de visibilité au site. Et aujourd'hui, ça, j'ai été voir ça aussi hier, il y a 39 copies miroirs de ce site. Donc, toutes les informations sont encore disponibles. Et on voit un petit peu sur ce slide ce sont des copies de pages Facebook, ce sont des informations sur ce que fait la famille, sur les activités extra-professionnelles. L'individu est à la Croix-Rouge, les photos de ses amis, les photos de ses enfants. En fait, sous un nom de code ou sous divers noms de code qui sont reprises d'insultes lancées aux forces de l'ordre, le collectif Antisec, un sous-groupe des Anonymous, a divulgué tout au long de l'année des données volées sur des serveurs des services de police ou sur ceux des sociétés travaillant directement avec elles. Alors en voilà là quelques exemples qui sont dans ce slide. Le monde politique, lui aussi, est aussi une cible des activistes, et surtout l'homme politique de droite. Plus de 1300 cadres de l'UMP en ont fait l'expérience en novembre dernier. Après avoir mis en ligne un site se voulant humoristique et en écornant quelques 3-4 élus de la majorité, ça c'était le 26 octobre, on a vu diffuser sur Internet, Pastebin, on en a parlé tout à l'heure, 4 fichiers qui contenaient les données personnelles, pas forcément hautement confidentielles. Peut-être l'information la plus confidentielle, c'était le numéro de téléphone portable et le fait si la personne parlait ou non l'anglais, toute une série, 1300, donc cadres de la majorité présidentielle, des informations qui avaient été capturées sur un serveur d'une toute petite société rouennaise qui était sous-traitante de l'UMP, petite société puisque société avec une seule personne. D'autres exemples, du côté dans le domaine politique, en voilà toute une liste, un certain nombre en France, d'autres aux États-Unis, et puis d'autres exemples encore du côté des institutions internationales. Là encore, une attaque menée par 2 groupes distincts le 29 novembre. Fait peut-être un petit peu moins connu, la mouvance Anonymous, elle s'est aussi attaquée en 2011 à certains groupes de criminels, et plus particulièrement, vous avez peut-être malgré tout entendu parler de cette affaire liée au cartel mexicain Los Zetas. Alors, c'est une histoire qui a fait récemment l'objet d'un reportage sur France 2, un reportage qui a eu lieu le 2 janvier, donc vous pouvez peut-être, si ça vous intéresse, encore le retrouver sur le net. En fait, tout commence entre le 20 et le 29 août, donc au Mexique, à Veracruz, un jeune membre du groupe Anonymous est enlevé à l'occasion d'une opération de distribution de tracts et donc enlevé par le groupe Los Zetas. Et donc quelque temps plus tard, les Anonymous, qui sont soutenus par l'un des seuls membre de cette mouvance qui est connue, Barrett Brown, qui est le porte-parole officiel des Anonymous, eh bien, diffuse une vidéo et réclame la libération de leur ami.
Quelques jours après, effectivement, l'otage est libéré, mais tout n'est pas quand même rose quand des jeunes comme nos cyberactivistes ou nos Anonymous s'attaquent à des cartels de la drogue. On en est quand même déjà au 4e assassinat d'activistes, simplement parce que ces individus utilisaient les réseaux sociaux. À chaque fois, on retrouve leurs cadavres, soit décapités, soit vraiment salement torturés sur une place du Mexique. D'autres criminels ont eu affaire aux activistes. Il s'agit des pédophiles qui utilisent le web invisible pour dialoguer entre eux. En octobre, plus d'une liste d'1 million d'individus a été divulguée sur le net. Donc tout n'est pas rose. Aussi, ça c'est le dernier point, tout n'est pas rose du côté des activistes. Il y a eu toutes ces actions, mais il y a eu également pas mal de zizanies dans leur rang. 2011, ça a été également une année de dénonciation, et mises bout à bout, ces dénonciations ont constitué un recueil de données personnelles, là encore, sur plus de 230 individus. Voilà un petit peu sur ce slide l'historique de toutes ces délations. Historique de toutes ces délations, et qui faisait de la délation, qui recherchait des informations sur ces Anonymous. Eh bien, toute une série de groupes, vous les voyez dans ce slide, autour du groupe Lulz Sécurité, qui a été celui qui a fait le plus parler de lui en 2011. Certaines de ces dénonciations ont amené des arrestations. 6 des 7 membres fondateurs du groupe sont aujourd'hui arrêtés. Encore un est libre, et autour de lui semble graviter toute une série encore d'individus qui continuent à mener des actions de forte nuisance. Maintenant, mes deux derniers slides, pour vous présenter un autre souci qu'ont peut-être les Anonymous ou qu'ont eu les Anonymous en 2011, une impossibilité de réussir des actions coordonnées entre manifestations et cybermanifestations. C'est le tableau que je vous montre ici, liste quelques tentatives, mais vraiment des tentatives qui ont eu peu d'impact. Donc, réussiront-ils mieux en 2012? On vous en reparlera peut-être l'année prochaine. Et puis donc ces fameuses dissensions, vous avez entendu parler le 5 novembre d'une opération pour tuer Facebook. Il y a eu des ordres et des contre-ordres, ça s'est succédé, il y a eu un véritable imbroglio sur le sujet. Les désaccords, il n'y a pas eu que celui-ci. Vous avez ici aussi 6 exemples de désaccords qui ont amené beaucoup de discussions au sein du groupe. Donc tout ça pour vous dire en conclusion qu'au 31 décembre, c'était très très difficile de dire exactement ce qui se cachait derrière les Anonymous. Et puis entre Anonymous, entre cyber-indignés et cyber-armés, j'ai bien peur qu'en 2012, ça soit toujours parfois aussi difficile de s'y retrouver. Voilà.